Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture et plus précisément cette édition 2025. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau, sur une thématique de plus en plus prégnante, on va le voir au cours de nos échanges, qui peut s'appliquer finalement ou qui inclut la prospective et les stratégies d'entreprise à l'horizon 2030 et plus précisément comment les acteurs de la collecte et de la transformation peuvent s'emparer des enjeux de résilience alimentaire en lien avec leur territoire. En effet, on est dans un monde, un environnement fait de transition, que ce soit agricole, énergétique, changement climatique et reterritorialisation des filières alimentaires sur fond de renouvellement des générations d'agriculteurs. Il y a des tendances qui sont observées sur les territoires et qui commencent à soulever des questionnements auprès des acteurs du système alimentaire, de l'aval, mais aussi des consommateurs et des élus. Quels sont les enjeux à prendre en compte? Comment les décrypter? Comment adapter sa stratégie d'entreprise à l'horizon 2030? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos 4 intervenants. À ma droite, Madame Roussel, bonjour. Mathilde Roussel, vous êtes présidente en charge du projet alimentaire de territoire et également, il me manque la deuxième partie sur le zéro artificialisation nette. Oui, non, mais La Rochelle territoire zéro carbone. Voilà, et La Rochelle territoire zéro carbone, donc au sein de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Vous êtes également vice-présidente du schéma de cohérence territoriale La Rochelle-Aunis et vous êtes conseillère municipale déléguée en charge de la restauration scolaire. Donc on verra le lien direct pour la ville de La Rochelle. Et il y en a un. À votre droite, bonjour Madame Elisa Mitko. Bonjour. Vous êtes consultante senior sur les thèmes de l'agriculture durable et des territoires au sein d'AgroSolutions. Alors, rappelons ce qu'est AgroSolutions. C'est une structure, une entité qui fait partie de la division agriculture du groupe InVivo, composée principalement d'ingénieurs, 50 ingénieurs au total, qui se placent à l'interface entre les acteurs de la chaîne de valeur agricole et alimentaire et les acteurs du territoire. Donc on est vraiment au cœur de votre métier. L'objectif est de les accompagner dans toutes les composantes de la transition agro-environnementale et de la troisième voie de l'agriculture. Vous nous expliquerez ce que vous entendez par là. En face de moi, Monsieur Jean-Philippe Gélu. Bonjour Monsieur Gélu. Bonjour. Vous êtes directeur des sites industriels pour la France et la Belgique de Soufflet Malte. Exactement. Donc industriel, transformateur. On va voir les conséquences, les impacts de tout ce qu'on va discuter sur vos sites industriels. Et à votre gauche, Monsieur Kevin Larue. Bonjour Monsieur Larue. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie et innovation ainsi que du marketing au sein de la coopérative Océalia. Océalia est basée à... Donc c'est une coopérative agricole située en Poitou-Charentes, Limousin, Dordogne. D'accord, voilà la zone sur laquelle vous intervenez avec vos adhérents. Alors, Madame Mitko, posons le décor. Quels sont les grands enjeux en termes de résilience alimentaire sur les territoires, puisque c'est bien ça le lien que nous voulons faire aujourd'hui. Oui, complètement. Alors, dans le cadre des missions alimentation et territoire dont j'ai la responsabilité chez AgroSolutions, mais aussi dans le cadre du Conseil national pour la résilience alimentaire, le CNRA, dont on est membre adhérent depuis longtemps. CNRA ? Oui, Conseil national pour la résilience alimentaire. On aborde constamment la notion de système alimentaire dans l'ensemble de ses composantes et dans une composante territorialisée, à la fois de la production agricole jusqu'à la consommation, en passant par les différentes transformations, la distribution, mais aussi la logistique qu'on oublie parfois quand on parle du système alimentaire et toutes les autres composantes autour de l'aménagement du territoire, de l'environnement, etc. Dans le cadre de ces missions, on est aussi confronté du coup aux enjeux que rencontrent différents publics. Pour commencer, ceux des agriculteurs, pour en citer quelques-uns, une juste rémunération, les enjeux autour du manque de main-d'œuvre, de l'accès au foncier, de la transmission, mais aussi des impasses techniques qu'ils peuvent rencontrer dans leur pratique agricole au quotidien. Deuxième public qui rencontre aussi des enjeux, ce sont les acteurs agro-industriels ou acteurs économiques intermédiaires, on va dire, qui Transformation de transformation notamment, tout à fait, qui on rencontre des enjeux autour de un approvisionnement en volume et en qualité au niveau des matières premières agricoles qu'il faut réussir à maintenir, des enjeux de sobriété et de décarbonation de leur activité, mais aussi des enjeux autour de l'adaptation au changement climatique, des différentes
démarche de qualité et progrès qu'ils peuvent déployer dans leur mission, dans leurs activités. Et puis le troisième public auquel on est confronté, comme vous l'avez dit, à l'interface avec tous ces acteurs du système alimentaire, c'est les acteurs aussi publics, donc les collectivités territoriales pour qui on travaille régulièrement, qui ont d'autres enjeux autour de la reterritorialisation de leur alimentation, autour des enjeux climatiques, économiques, des enjeux sanitaires, fonciers, environnementaux, politiques. Voilà, donc il y a un ensemble d'enjeux qui sont rencontrés par tous ces publics et qu'on regroupe souvent ou qu'on retrouve souvent au sein des projets alimentaires territoriaux qui sont des missions. Enfin, nous, chez AgroSolutions, on accompagne les territoires dans l'émergence de ces PAT, comme on les appelle, mais aussi dans le déploiement de leurs actions. PAT, projets alimentaires territoriaux. Et donc, ces PAT, ce sont à la fois des projets, des programmes politiques volontaires, mais aussi et d'abord, je pense, des espaces d'échange où tous ces acteurs du système alimentaire se retrouvent, ont l'occasion de discuter et peuvent confronter leurs enjeux. Mais c'est aussi des espaces qui parfois sont, à mon sens, un peu insuffisants parce que ça pesantit souvent sur des enjeux et des problématiques. Et la résolution de ces problématiques actuelles parfois se projette pas toujours dans le futur ou pas suffisamment dans l'expérience qu'on en a en tout cas. Et il faut quand même avoir en tête qu'on a le changement climatique qui nous pend en nez pour ne changer que cette ne parler que de cette. Il est déjà là pour ne parler que de lui et qui peut demain perturber justement de façon plus ou moins importante les équilibres des systèmes alimentaires. Donc voilà, pour maximiser un petit peu la résilience des systèmes alimentaires dans nos territoires face à ces différents chocs et perturbations qui pourront, auxquels ils devront faire face demain, à 2030, 2040, 2050. Je pense que tous ces acteurs du système alimentaire doivent pouvoir dialoguer entre eux et essayer au maximum de faire converger leurs stratégies, leurs ambitions et puis potentiellement leurs moyens pour pouvoir améliorer la résilience des territoires. Alors on va voir cette notion de concertation et d'anticipation, parce que vous dites effectivement, essayons de nous projeter. Monsieur Gélu, au sein de Souffle et Malte, quels sont finalement, par où vous avez commencé, quels ont été les sujets que vous avez traités en lien avec ces transitions en cours, Madame Mitko vient de les rappeler, et comment vous les avez inclus dans votre stratégie d'entreprise? Donc, ce qu'il faut savoir déjà au niveau de Souffle et Malte, c'est que d'abord, on est exportateur de malt en fait. Donc, on va exporter à peu près 80 à 85% de notre quantité produite sur la France vers l'export. Donc, oui, le marché intérieur, il est important. Il y a de la consommation de bière en France, il y a de l'utilisation de malt sur la France. Mais globalement, c'est surtout notre savoir-faire qui s'exporte sur le marché hors de France. Pourquoi on a ça? C'est qu'on a la chance d'avoir de très bonnes orges produites par nos agriculteurs qui permettent de générer un produit de qualité reconnu dans le monde entier. On va en Asie, en Afrique, on va un petit peu partout. Donc globalement, on a une bonne compétitivité. Donc ce qui est très important, c'est de faciliter en fait cette exportation, puisque nos sites industriels sont les pieds dans les orges. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas déplacer les orges pour favoriser l'impact carbone. Donc on s'inscrit dans ce territoire-là et c'est historique en l'occurrence, mais on essaie de se mettre au pied des orges et après on prend les voies d'eau, les voies rails pour essayer d'exporter à moindre coût carbone vers le monde entier, l'Asie ou l'Afrique comme je le disais. Voilà, donc notre inscription dans les territoires, elle est vraiment liée à cette implantation des orges de brasserie. Donc globalement, dans le quart nord-est, on a 8 sites industriels qu'on implante du Loiret jusque dans le nord et en traversant l'Est et la Bourgogne. Voilà. Donc on voit finalement une localisation près des zones de production, vous l'avez dit, très attention aussi à la sobriété liée au transport. Mais on évoquait tout à l'heure le changement climatique et vous nous disiez, il nous pend en nez, il est là. Augmentation des températures moyennes, chaque année c'est un record. Comment vous vous êtes adapté à ces augmentations des températures au niveau des sites industriels Voilà. Alors l'augmentation de ces extrêmes climatiques, on va dire, puisqu'on parle de réchauffement, mais on parle plutôt d'extrêmes dans mon esprit. Il y a deux impacts. Il y a l'impact industriel où quand on fait germer de l'orge pour fabriquer du malt, on a besoin d'une salle qui est climatisée entre 15 et 20 degrés. Température régulière. Voilà. Donc quand on a des extrêmes de température en plein été, évidemment, ça veut dire qu'on va augmenter les puissances qu'on va utiliser en termes d'électricité pour produire ce froid en fait pour climatiser les salles. La chance qu'on a, c'est qu'on a besoin de sécher aussi le malt à la fin du processus et on va utiliser de la chaleur. Un particulier, lui, quand il a une pompe à chaleur, il fait soit de la climatisation l'hiver et il envoie la chaleur dehors, ou il fait de la chaleur l'hiver et il envoie le froid dehors. Nous, on a l'avantage, c'est qu'on va consommer les deux. Donc, en termes d'impact carbone, on est un peu
à récupérer des choses et on est sans arrêt en train de récupérer soit du froid, soit de la chaleur. Voilà. Donc ça, c'est l'impact. On va dire, on a besoin juste d'augmenter les puissances. L'autre impact, il est produit, puisqu'on a des extrêmes de plus en plus importants en termes climatiques, que ce soit des températures, ce soit des précipitations. Les aléas. Voilà, donc les aléas climatiques qui vont extrémiser en fait, et on a besoin d'orges de brasserie qui sont avec des niveaux de protéines relativement stables. On n'en aurait pas assez, on aurait des problèmes de tenue de mousse, on aurait des problèmes de fermentation sur la fabrication de la bière. Si on est trop haut, on va avoir des problèmes de troubles dans la bière. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui de protéines qui sont bien millimétrées, on va dire. Et avec ces extrêmes, c'est quelque chose qui est difficile. Donc aujourd'hui, Soufflet Malt participe à un projet interprofessionnel qui s'appelle Prosit, dont l'idée justement est d'essayer de voir quelles sont les protéines d'intérêt dans la protéine qu'on vise pour pouvoir demain limiter l'apport d'azote au champ, donc avoir un produit qui soit moins protéiné finalement, mais qui apporte les mêmes fonctionnalités. C'est ce qui fait notre succès à travers le monde, donc c'est important de le maintenir. Voilà. Donc encore plus fin au niveau de la gestion de ces protéines, en tout cas l'appréhension de ces protéines. Madame Roussel, là, on a évoqué l'énergie, on a évoqué le transport, gestion de l'eau. On le voit, alors vous êtes à La Rochelle, mais on l'a vu dans les PO, vraiment grande sécheresse. En matière de gestion de l'eau et finalement des arbitrages entre les usages, en tant qu'élu, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous prenez en compte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez en place, à la fois donc, dans vos décisions, mais aussi en soutien par rapport à ces différents usages? Alors, à la fois grande sécheresse, vous l'avez dit, mais aussi grands abats d'eau. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment extrême. Les deux extrêmes. Et on sait que ça va être récurrent. Oui. Donc il y a vraiment un sujet sur l'eau. Alors sur l'utilisation, effectivement, on va avoir en plus par chez nous plus besoin l'été, alors que c'est là où il y en a moins. Voilà. Alors on a commencé à travailler très sérieusement sur la réutilisation des eaux usées. Donc aujourd'hui, on travaille sur plusieurs steps pour justement voir comment on peut réutiliser ces eaux. C'est vrai que la législation ne nous aidait pas jusqu'ici, mais merci l'Europe, et du coup on va réussir à avancer en même temps que les autres, et ça c'est très bien. En ce qui concerne la gestion avec par exemple l'industrie agroalimentaire, on a une grosse industrie agroalimentaire autour du port de commerce de La Rochelle. Donc c'est quelque chose avec lequel on discute autour du projet alimentaire de territoire, comme vous le disiez, et autour du CRIT, qui est un consortium en fait des industries agroalimentaires qui discutent sur ces sujets-là pour voir de quelle manière on pourrait réutiliser cette eau et de quelle manière on pourrait aussi la transporter, parce que ces industries-là sont en milieu urbain. Et l'idée, c'est de la ramener en milieu rural. Oui, comment on pourrait faire ça, on voit bien, donc, la gestion de l'eau est un sujet. Il y a également une logique de diversification qui peuvent avoir un impact sur... c'est pas cela. Alors, ok, je vais reprendre celle-là. Je sais pas, elles sont numérotées. Bon, ok, c'est pas grave. Quels axes? Donc, du coup, au sein de la malterie, on a vu le transport, on a vu l'énergie, mais également l'eau, puisque c'est le thème dont on parle. Quelles sont les grandes actions que vous avez menées en matière de gestion de l'eau ou que vous comptez mener par rapport à cette ressource? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour fabriquer du malt, il nous faut beaucoup d'eau, puisqu'il va falloir tremper le grain et l'amener à une certaine humidité pour qu'il puisse germer, comme il germerait dans le sol. Donc ça, c'est très très important. Et l'accès à l'eau, si on ne l'a pas, on n'a plus de malt, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'également, on a des outils qui sont totalement saturés. Donc, on a le marché qui tire. Donc, ça, c'est déjà la bonne nouvelle. C'est important. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi le modèle de valorisation, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter une malterie pour équilibrer les comptes à la fin de l'année. Donc, on a besoin d'un fonctionnement 365 jours par an. Et évidemment, quand on a des arrêtés sécheresse ou autres qui peuvent contraindre l'accès à l'eau, c'est une vraie problématique pour nous. Donc on a besoin, et en plus, c'est souvent ces épisodes de sécheresse sont sur le pic de consommation de la bière, donc le pic de consommation du malt. Donc évidemment, ça ne va pas bien ensemble tout ça. Comme La Rochelle pour d'autres raisons. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le recyclage, évidemment, on l'étudie, on cherche des solutions. Par contre, il n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement réutiliser une eau qu'on aurait utilisée en trempe, parce que la nature est toujours bien faite, et c'est ce qu'on se dit, elle est toujours très très bien faite. Dans le sol, quand le grain commence à germer, il libère des inhibiteurs de germination pour faire la place autour de lui, tout simplement, pour éviter qu'il ait de la concurrence dans le sol. Et ces inhibiteurs de germination, évidemment, ils nous gênent tout autant quand nous, on va réutiliser l'eau, le grain ne germera pas. Voilà, donc c'est des techniques qui sont quand même assez importantes, assez impressionnantes
en termes de coûts. Donc voilà, donc pas facile à mettre en œuvre. Oui. On avait par ailleurs nous pensé à utiliser l'eau qu'on l'on sort de nos installations pour irriguer des parcelles. Donc on avait commencé à construire un projet d'irrigation avec un agriculteur à qui on allait délivrer cette eau-là. Donc on avait un budget de 500 000 €, on allait gagner 140 000 mètres cubes par an. Le problème, il est comptable, c'est-à-dire que si nous on faisait ça, ce qu'on voulait, c'est être exonéré de cet arrêté de sécheresse et ne pas avoir arrêté quand il y a des contrats. Dans la mesure où l'eau était réutilisée. Et en fait, ça, c'est pas possible. C'est un problème juste comptable, juste un problème de rapport. C'est-à-dire que c'est l'agriculteur qui bénéficie de cette économie d'eau et pas nous. Donc, du coup, le projet est en attente. On espère qu'il va se libérer un jour, mais pour l'instant, il ne bouge pas. Bon, donc il y aura un message à faire passer quand les différents ministres passeront devant le stand. Madame Mitko, est-ce que vous avez d'autres exemples sur cette sobriété finalement? On parle de sobriété énergétique, mais dans les usages de l'eau, on est dans le même axe. Oui, complètement. Jean-Philippe mentionnait du coup du réemploi de volume d'eau, de process ou ingrédients dans le cadre des industries des agro-industriels. Il s'avère que si jamais ça intéresse certains de nos auditeurs, il existe des méthodes qui sont libres d'accès, qui ont été développées par des chercheurs et des acteurs économiques qui permettent de faire converger, enfin en fait d'étudier assez finement dans le sein d'un site industriel tous les postes consommateurs et émetteurs d'eau avec des notions de volume et de qualité minimale nécessaires, et en fait permet, alors ça s'appelle la méthode Minimo pour la citer, qui permet de mettre en convergence en fait justement ces volumes pour voir comment est-ce qu'on peut faire du réemploi de l'eau en tout respect de la qualité nécessaire. Et donc ça fait un peu la convergence entre les deux pour maximiser les volumes qui restent en fait au sein des process des sites industriels. Pour donner un exemple, sinon de quelqu'un qui a réussi à aboutir à un projet de sobriété assez important en eau, je citerai les entreprises Monin qui font des sirops. Voilà. Dans le cadre d'un programme LIFE, ils ont mis en place un process assez abouti, assez important de recyclage des eaux de leur système, de leur site, donc qui récupère l'eau en fait, mais ils récupèrent aussi les effluents produits par leur activité pour les envoyer vers un méthaniseur qui est sur le site industriel. Et ils récupèrent aussi les sels. Donc en fait, ils séparent tous les ingrédients, on va dire, ou les effluents qui sortent de leur process. En les séparant, ils arrivent à les récupérer, à les réemployer. Et donc, ça leur a permis, je prends mes notes, de faire une économie de 68%, donc 40 000 mètres cubes des prélèvements d'eau dans le milieu, de réduire de 3/4 les rejets de sel. Et avec la méthanisation, ils ont aussi un bilan consommation, création d'énergie qui est positif. Donc, ils créent de l'énergie avec leur unité de méthanisation, plus qu'ils n'en consomment sur leur site. Donc, il y a des exemples de réussite en sobriété. On voit que finalement, les choses sont liées. Alors, puisque les choses sont liées, là, on a parlé de l'aval, de la transformation, il y a aussi l'amont, l'approvisionnement. Vous, Monsieur Larue, au sein de la coopérative Océalia, comment vous prenez en compte ces transitions, ces changements dont on est en train de parler dans votre projet, et dans votre approche, votre stratégie et votre projet de coopérative? Alors, on considère que pour qu'on puisse avoir une résilience alimentaire sur le territoire, il faut que l'agriculture soit tout à la fois nourricière, rémunératrice et durable. Donc on a besoin de ces trois piliers, la productivité, la rentabilité et la durabilité. Et donc en partant de ce constat-là, et pour répondre à ces enjeux, on a mis en place une stratégie qu'on peut décomposer en deux axes principaux. Le premier axe, c'est d'accompagner la montée en gamme, je dirais, des productions historiques de notre territoire. Oui. On a la chance d'être sur un territoire qui est déjà assez diversifié. Donc en termes de grandes cultures, on a de nombreuses espèces différentes. Donc aussi bien de printemps avec du tournesol, du maïs par exemple, qu'en hiver on a du colza et pratiquement toutes sortes de céréales. Mais on a aussi lancé plusieurs filières sur du pois chiche, du lupin, de la lentille. Donc voilà, des nouvelles cultures également. Donc ça, c'est une chance. Et on a aussi la chance d'être sur un bassin d'élevage. Là aussi, on a tout type d'élevage. Donc c'est aussi une force pour nos territoires. Et donc, le premier axe de notre stratégie, c'est d'accompagner la transition agroécologique de ces filières historiques au travers d'une démarche qu'on a baptisée le sillon responsable et qui s'appuie donc sur un diagnostic des exploitations que le conseiller d'exploitation fait avec ses agriculteurs et dans lequel on a référencé une centaine de pratiques différentes et qui permettent de mettre en place des plans d'action personnalisés sur l'ensemble de l'exploitation. Donc ça doit permettre de préparer les exploitations aux enjeux de demain.
aux changements qui sont en train de se dérouler et également d'aller chercher de la valeur supplémentaire sur les marchés en faisant monter en gamme donc, ces productions. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe qu'on développe également en parallèle, c'est celui de la diversification. Donc je l'ai dit, on a la chance d'avoir un territoire qui déjà aujourd'hui est très diversifié, mais on recherche encore aujourd'hui, par rapport notamment aux enjeux du changement climatique, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles productions qu'on peut introduire en diversification dans une stratégie aussi de finalement partager le risque entre les différents types de cultures. Donc on va expérimenter, on est en train de lancer un programme pour expérimenter différentes cultures pérennes, mais aussi des cultures annuelles. Et en s'appuyant aussi sur, on a quelques usines agroalimentaires dans le snacking, donc sur les débouchés qu'on a en aval pour ça. Oui, parce qu'effectivement, pour une diversification, il faut aussi un marché des débouchés. Exactement. C'est un peu la base, mais c'est bien de le rappeler. Et parfois même, l'aval peut stimuler. J'ai eu d'autres cas précédemment sur les légumineuses notamment. Cette diversification, finalement, là qu'on voit les choix stratégiques que vous faites, mais ça a aussi un impact sur les infrastructures et sur l'aménagement du territoire, parce que qui dit infrastructure dit peut-être nouvelles usines, nouvelles implantations. Comment, Madame Milko, vous voyez les choses en termes de conséquences si on va vers des diversifications sur les infrastructures et sur l'aménagement du territoire? Ensuite, je demanderai à Mme Roussel son avis. Pour aller assez vite, historiquement, les grandes coopératives d'orientation plutôt céréalière, elles avaient besoin de massifier un petit peu leurs moyens, d'avoir des unités de stockage, de conditionnement, avec des silos de collecte de proximité, mais quand même avoir des outils industriels un peu massifiants pour des économies d'échelle et de l'optimisation économique. Peut-être que demain, il faudra essayer de trouver un équilibre entre cette compétitivité et la valeur ajoutée, peut-être via l'allotement, avoir des structures, des infrastructures peut-être avec des plus petites unités qui permettent d'avoir plus d'espèces, plus de gamme. Mais ça veut dire effectivement plus d'infrastructures. Pour avoir déjà discuté avec d'autres acteurs, il y a quand même une réflexion qui arrive un petit peu avec ces acteurs sur est-ce que demain, dans mon programme de renouvellement de mes infrastructures, je ne ferai pas plutôt qu'avoir une grosse unité, plusieurs petites plus maillées dans le territoire. Ça, c'est des réflexions qui arrivent, qui ne sont pas compatibles avec toutes les activités, mais qui sont intéressantes de se poser. Effectivement, ce sera un équilibre, Monsieur Gélu le disait, entre l'équilibre énergétique, transport, accès aux ressources. Madame Roussel, comment voyez-vous l'impact que ça peut avoir sur les territoires, finalement, quand on va vers ces diversifications de production et de consommation, du coup? C'est ça. Eh bien, moi, l'impact que j'y vois, c'est déjà qu'on va replacer sur le territoire des structures qui seront plus à taille humaine. Donc déjà, en plus, sur lesquelles on pourra aller sur des terrains qui sont déjà viabilisés. On ne va pas aller consommer d'autres terres agricoles, ce qui ne serait pas une bonne idée. On sent un lien avec la ZAN, là, un petit peu. Voilà, avec le zéro artificialisation nette, exactement. Je sens un petit lien. Mais en plus de ça, je pense qu'on va aussi permettre en rendant les choses à taille plus humaine et plus explicite, on va aussi permettre de relier un peu plus le rural et l'urbain, le consommateur et l'agriculteur et les coopératives. Et ça a une dimension sociale qu'on ne mesure pas économiquement aujourd'hui. Pour autant, on voit bien aujourd'hui la violence de ces sujets-là. Recréer du lien, une forme, exactement, recréer du lien et donner à voir et être plus transparent et être local. Le local, c'est pas juste pour être local et voilà, c'est vraiment pour recréer ce lien qu'on a perdu et qui aujourd'hui crée des tensions qui sont de plus en plus insupportables. Oui, parce qu'il y a une distance plus grande qui se prend finalement entre la consommation, la production, la transformation. Exactement. Et le circuit court, alors, est-ce que c'est la réponse, Monsieur Larue? La réponse ou une réponse? Alors, la question est très bien posée parce que j'allais justement faire ce commentaire de dire que ce n'est pas la réponse, mais en tout cas c'est un élément de la réponse, effectivement. Donc je pense que pour être résilient, on aura besoin de tout. Monsieur Gélu parlait de l'export, nous aussi on travaille à l'export et on en a besoin, mais on a aussi une stratégie effectivement de développer les circuits courts. Madame Roussel soulignait l'importance de recréer ou de renforcer les liens finalement entre les citoyens et les agriculteurs et le monde rural de manière plus générale. Et c'est ce à quoi on souhaite travailler. Et donc on souhaite aussi accompagner nos agriculteurs, nos adhérents qui souhaitent développer une forme de circuit court. Donc on a commencé la démarche en recensant finalement nos adhérents qui sont producteurs ou transformateurs finalement directement sur leur ferme.
Et on souhaite les aider finalement à développer cette activité-là, leur commercialisation via divers services, via la mise en rayon finalement dans nos magasins gamme vert de leurs produits, ou via également simplement la mise en avant au travers de sites e-commerce. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on travaille et effectivement je rejoins l'intérêt de resserrer les liens entre les agriculteurs et les citoyens. Alors là, ça prend forme, quoi. Ce qu'on voit, c'est que ce que vous disiez, vous parliez de visibilité. C'est pas seulement des déclarations, mais effectivement un point de vente, une usine. Enfin, on avait vu l'exemple de Cordier il y a 2 jours, qui était à l'entrée du village, avait recréé finalement ce lien entre l'entreprise et les habitants. La biomasse, on a parlé de l'énergie tout à l'heure, et on pourrait faire un parallèle avec l'eau. La gestion des usages, puisque c'est une vraie question, une vraie inquiétude des consommateurs. Est-ce qu'il faut des productions agricoles pour faire de l'énergie plutôt que des aliments? Comment vous vous situez par rapport à ça, cet équilibre énergie alimentaire? Justement, en tant que coopérative, on considère qu'on a un rôle important à jouer pour être un petit peu le garant d'un bon équilibre entre ces 2 usages, en donnant toujours la priorité à l'alimentation. Et de toute manière, il y a aussi une réglementation qui protège un petit peu ces usages-là. Mais pour autant, on considère que la production d'agri-énergie, donc ça peut aussi bien être du gaz avec de la méthanisation que de l'électricité avec de l'agrivoltaïsme, est aussi une stratégie intéressante pour les exploitations de notre territoire. C'est une manière encore différente de diversifier les productions et avec une production finalement qui sera moins dépendante des aléas climatiques. Et donc là aussi, dans une stratégie de gestion de risque, on sort d'une année 2024 très compliquée où les emblavements, les récoltes n'ont pas été, je dirais, à la hauteur des espérances et qui ont mis les exploitations dans des situations financières compliquées. Demain, la production d'agri-énergie de manière bien répartie et sur des terres bien choisies pourra amener davantage de résilience aussi dans les exploitations agricoles. Donc finalement, résilience s'applique aussi au domaine économique et on l'a vu, diversification des cultures, des sources de revenus aussi, gestion du risque, prix aussi quelque part. Alors ce qu'on voit, on a vu quand même beaucoup, c'est cette logique de collectif. Vous l'avez quasiment tous dit, Madame Roussel, vous l'avez évoqué, Madame Mitko, vous aussi dans votre tente et vous aussi en faisant même plus large avec l'export. Mais est-ce qu'il est possible de travailler ensemble, les acteurs politiques, économiques, sur ces transitions? Vous avez commencé à l'ébaucher, tout à l'heure vous avez parlé du CRIT. Madame Roussel, comment vous voyez les choses? Quelles sont les conditions pour que ça marche bien, le travail commun? Il faut que ça fonctionne en fait. Non seulement je pense que c'est possible, mais c'est indispensable. Mais réellement indispensable. On n'y arrivera pas autrement. Donc en fait, je pense qu'on est tous acteurs sur notre territoire. On a tous envie d'aller de l'avant. Pour que ça fonctionne, il faut que nos investissements s'additionnent en fait et que ça génère des vrais effets leviers sur le territoire. Il faut qu'il y ait des retombées et que ce soit visible. Donc la restauration collective par exemple en matière de garantie d'achat, ça suffit pas. Mais si on y ajoute les hôpitaux, les prisons qui sont aussi de la restauration collective et puis qu'autour de ça on crée un réseau et que ça commence à toucher les grandes et moyennes surfaces, la GMS, là, c'est pareil, on a un effet levier. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille absolument ensemble. Et puis, c'est important de se caler. On parlait de l'eau tout à l'heure. Mais typiquement, ces questions-là, il faut qu'on les règle ensemble. Et c'est vraiment tout l'intérêt des projets alimentaires de territoire de faire réseau, quoi. Les projets alimentaires de territoire où la collectivité, elle va pas forcément être dans l'action. Elle va être dans l'animation pour accompagner ceux qui agissent. Et faire savoir aussi ce qui est fait par rapport à la gestion de l'eau, puisqu'il y a des croyances en tout cas en disant l'eau va en priorité aux industriels. Monsieur Larue, pour vous, comment se fait ce travail de concertation, coordination, partenariat, je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser, Madame Roussel nous dit c'est une nécessité, donc on n'a pas le choix. Comment on fait ? Non, mais je partage, c'est important. Le terme de partenariat, à mon avis, est très bon, puisqu'il s'agit vraiment de ça. Il s'agit vraiment de créer des synergies entre les différents acteurs du territoire, aussi bien publics que privés. C'est vraiment capital, puisque finalement, pour installer de manière efficace et durable une filière, on a besoin de créer des partenariats qui sont finalement la seule forme de collaboration qui permettent de s'inscrire dans des temps longs. Voilà. Et pour développer de manière efficace, en tout cas, une filière, on a besoin de s'inscrire dans ce temps long
d'avoir une visibilité et une certaine sécurité finalement Ouais. sur les débouchés. On a connu quelques échecs sur des tentatives d'implantation de filières où malheureusement on a eu un petit peu un effet yo-yo avec donc une année de très forte production et pas la demande en face, donc le marché s'écroule. L'année suivante, du coup, les agriculteurs cessent de produire et là, c'est les industriels qui ne sont plus suffisamment approvisionnés. Donc, la seule manière de travailler ça de manière efficace, c'est effectivement de s'inscrire dans une vraie démarche de partenariat. C'est ce qu'on essaye de faire en rencontrant justement sur notre territoire les porteurs de programmes d'action sur l'alimentation territoriale. On travaille aussi en partenariat avec les syndicats pour la protection de la ressource en eau. Donc voilà, on a plusieurs types de partenariats à l'échelle du territoire et c'est vraiment important. Donc on a besoin de cette visibilité sur les débouchés. La ressource en eau, on en a parlé, c'est vrai que c'est aussi dans les filières un outil pratiquement indispensable pour sécuriser la productivité et donc les débouchés et donc aussi sécuriser les transformateurs, les industriels et finalement le client final sur l'aval. Donc ça, voilà, c'est des éléments qu'on travaille aussi et il faut qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. Donc finalement, oui, il faut qu'il y ait un appel. Enfin, en tout cas, je le disais en rigolant, mais vous le confirmez finalement en plaisantant tout à l'heure qu'il faut marcher. Donc une vraie demande. Est-ce que nous dit Madame Roussel, la restauration collective peut être un débouché qui peut aider à initier la démarche et après, vous l'avez dit, il faut un effet de levier avec des volumes peut-être plus conséquents pour d'autres usages ou d'autres usages alimentaires en tout cas. Vous dites que c'est une nécessité parce que c'est vrai qu'on voit aussi aujourd'hui un environnement assez tendu. Alors vous êtes c'est urbain. Il y a, La Rochelle est une ville. Voilà, il y a des communes périurbaines. Il y a après des zones, la campagne autour, et on sent une tension entre les habitants, alors je sais pas, en général, pas forcément à La Rochelle, mais comment on peut... Vous dites que c'est une nécessité aussi sociétale, parce qu'en fait, on a des visions du monde, de l'agriculture qui s'affrontent. Et voilà. où chacun est dans la défiance et dans l'inquiétude, avec une vraie peur des citoyens qui peut s'entendre, et une vraie détresse sociale chez certains agriculteurs. On connaît les chiffres, c'est assez dramatique. Donc en fait, tout le monde pâtit de cette situation. Il y a des vrais sujets de débat qu'il faut poser, mais au-delà de ça, pour pouvoir débattre, il faut discuter. Donc il faut qu'on puisse se remettre tous autour de la table. Je suis d'accord, vous avez parlé de plusieurs piliers, santé économique, etc. Durabilité. Et la santé sociale, qu'on ne mesure pas, je reviens dessus, il n'empêche qu'elle est indispensable. Et cette sérénité, alors, je ne suis pas chez les bisounours non plus, mais il faut qu'on arrive à discuter. Déjà. Il faut qu'on arrive à se reparler. Et il y a des expériences de ce type qui existent et qui fonctionnent pas mal à Rennes, je pense que vous allez en parler. Donc voilà, c'est ce type de choses qu'on veut reproduire sur nos territoires, retrouver un dialogue entre tous. Alors Madame Micot, il y a eu un petit teasing de Madame Roussel. Alors, il y a eu quelque chose à Rennes et à La Rochelle. Qu'est-ce qu'il y a qui est en cours et comment effectivement on peut recréer ce lien, faire baisser les tensions, recréer du dialogue et construire ensemble aussi, puisqu'on a vu la production, la transformation et la consommation. Ouais. Alors pour mentionner du coup le projet de Rennes, alors c'est une démarche qui existe déjà depuis quelques années, ça s'appelle Terre de Source. C'est un programme qui a pour origine la protection de la qualité des ressources en eau, destiné notamment à l'eau potable, et qui a via des innovations juridiques, notamment au niveau des marchés publics pour la restauration collective, a permis en fait à un collectif de se monter avec un nombre d'acteurs assez important sur le territoire, dont des producteurs, dont des transformateurs, dont des distributeurs, mais aussi Eau du bassin rennais, qui est donc le producteur d'eau potable localement, qui est à l'initiative de tout ça. Ils se sont regroupés dans une société qu'on appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Donc, il y a des agriculteurs qui s'engagent dans le respect d'un cahier des charges et qui, avec cet engagement, bénéficient de rémunérations supplémentaires qu'ils appellent bonus environnementaux et bénéficient aussi d'un accès facilité à la restauration collective, ce qui est parfois un petit peu la complexité dans les territoires. Comment est-ce qu'on arrive à s'approvisionner sans être en opposition avec les règles de la concurrence européenne, s'approvisionner auprès de nos agriculteurs du territoire. Ça, c'est parfois une complexité qui manque un peu
de sens, mais bon, bref. Et donc, les terres de source, c'est une démarche qu'on est en train d'accompagner pour la réplication de cette démarche terre de source rennaise est en train d'être travaillée sur le territoire Charente-Maritime, donc à la fois sur la communauté d'agglomération de La Rochelle, mais aussi d'autres territoires à proximité en Charente-Maritime, et O17, qui est le syndicat donc de production d'eau potable sur le territoire. Et dans ce cadre-là, on a l'occasion de discuter avec Ocialia, mais aussi avec d'autres acteurs économiques de la collecte, de la transformation. Et l'idée, c'est de concevoir le programme, le projet le plus cohérent possible pour à la fois travailler sur des enjeux de gestion de l'eau, d'approvisionnement de la restauration collective, mais de demain, essayer de faire aussi tâche d'huile. À Rennes, aujourd'hui, ils ont un projet à la fois de création de filières territoriales. Ils travaillent beaucoup sur le chanvre, par exemple. Donc, il y a une filière de chanvre qui ne se mange pas, mais qui est en construction avec une filière donc, territoriale initiée par Terre de Source. Et ils ont aussi un label. Ça va devenir une marque que tout un chacun va pouvoir acheter demain dans son commerce de proximité. Donc, il y a des façons de faire. Terre de Source est un exemple. Il y a une vocation de protection de l'eau, mais aussi de la biodiversité, de l'air qui sont assez importantes. Les PAT, on en a déjà parlé assez longuement, c'est aussi un espace intéressant. Mais là, si je pouvais peut-être, au-delà de cet aspect, répondre à des problématiques actuelles qui est l'enjeu de base du PAT. Il y a aussi comment est-ce qu'on fait converger des temporalités politiques et des temporalités économiques. Là, c'est aussi parfois industriel aussi. Il y a industriel et parfois c'est vrai que Kevin n'en a pas forcément parlé, mais il y a quand même des questions. Comment est-ce qu'on s'investit nous en tant qu'acteur économique dans un PAT qui va pas forcément au même rythme que nous, quoi. Et voilà, donc les PAT, c'est aussi des bons espaces d'échange et je pense qu'il y a aussi d'autres espaces d'échange et de collaboration. Je l'ai pareil mentionné un petit peu au démarrage, mais le Conseil national pour la résilience alimentaire, c'est un réseau qui travaille pour la résilience alimentaire, qui met en relation des acteurs publics, des acteurs économiques, qui propose du contenu, des méthodes, des outils, des conférences. Voilà. Donc c'est aussi une autre façon de pouvoir... se mettre autour de la table, discuter, apprendre autour de la résilience alimentaire territoriale. Alors ce qu'on a vu, c'est l'importance du collectif finalement dans tous les échanges qu'on a eus. Chacun d'entre vous, vous êtes à un endroit où vous voyez la situation d'un point de vue, d'un certain point de vue. On l'a vu le collectif, vous l'avez dit, il faut parler, c'est la première étape, ou se reparler. Mais après, on a vu qu'il faut aller au-delà, un plan d'action. Donc là, on est dans l'action. Et puis, il y a aussi l'aspect rémunération. C'est-à-dire que ces efforts doivent être rémunérés et reconnus de la société civile. Et ça, c'en est un bon exemple puisque il a marché et que je crois percevoir une dynamique d'expansion de cette approche dans l'agglomération rennaise. Pardon. Un grand merci à vous quatre. Je vous souhaite un très bon salon et merci de nous avoir éclairés sur ces enjeux, à la fois de résilience alimentaire et d'impact, en tout cas de relation avec les territoires. Merci beaucoup et bon salon. Merci beaucoup.